Très heureuse de vous retrouver sur Chérif La Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Rencontre du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, avec le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Objectif, éclairer les leaders religieux sur 3 sujets à la une des journaux. La rencontre s'est tenue ce jeudi au siège du GLSM à l'hippodrome. Ousmane Sogoré et Ibrahim Koulibaly. Il s'agit pour le ministre de la Justice, à travers cette rencontre avec les leaders religieux, de donner plus de précisions sur le code de la famille, l'excision et le problème du massinat, dont certains portent du doigt son département pour passivité. Selon le ministre Maître Mahamadou Ismaël Konaté, ces informations véhiculées par certaines presses sont sans fondement et loin de la vérité. Ce qui concerne le mariage religieux, notamment en ce qui concerne les événements qui ont lieu en ce moment à Massina, notamment en ce qui concerne les conflits qui peuvent avoir une base religieuse par-ci par-là, ils avaient besoin d'un certain nombre d'apaisements. J'ai eu l'occasion donc de les rencontrer pour parler avec eux sur tous ces points, sur tous ces aspects. Et j'ai été autant à leur école qu'ils ont été à la mienne. Et je me réjouis de ce que j'ai eu affaire donc à des leaders religieux qui soient ouverts aujourd'hui, qui soient très compréhensifs, qui soient simplement là pour rappeler ce qui constitue des principes religieux forts sur lesquels aujourd'hui toutes les lois sociales doivent compter. Et de ce point de vue-là, j'ai eu beaucoup de satisfaction à échanger avec eux et je les ai rassurés que aussi bien pour ce qui concerne Massina que pour ce qui concerne les questions se rapportant au code de la famille, les questions se rapportant au rapport humain de façon générale, il ne faut pas se laisser aller par la rumeur publique. Il faut avoir simplement l'occasion de parler avec les décideurs et les décideurs n'ont le sens aujourd'hui de concevoir la loi que parce que des gens sont concernés par cette loi. Et c'est pour ça que s'il faut revenir encore, je reviendrai avec beaucoup de bonheur. Ces relations ont été établies par le passé, elles ne peuvent que se consolider aujourd'hui et je me réjouis personnellement d'être là et d'échanger avec eux. Après l'exposé du ministre, les membres du GLSM se disent satisfaits des précisions apportées et lancent un appel aux religieux de ne pas se laisser emporter par leur humeur. Le ministre est arrivé pour nous éclairer sur la situation de l'ensemble du pays qui est en train de frôler une crise sans précédent. Il y a la question de Massina, il y a les questions religieuses sur l'excision, et puis il y a aussi le code de la famille. Donc il nous a donné des apaisements pour que les rumeurs disparaissent. On est très satisfait des éclaircissements qu'il a apportés. Un appel, c'est que les médias que vous êtes, et vous devez faire très attention de ne pas surtout diffuser les mauvaises nouvelles, parce que cela peut entraîner beaucoup de difficultés dans la gestion du pays. Cette rencontre du ministre de la Justice avec le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a pris fin par des bénédictions pour que la paix et la réconciliation tant recherchées reviennent au Mali. Annoncée pour courant mars 2017, la conférence d'entente nationale est perçue par les Maliens de diverses sensibilités comme une étape incontournable, une condition sine qua non pour arriver à la paix et garantir la confiance entre les différentes composantes de la société malienne en vue de faciliter la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation nationale au Mali. Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Par rapport à la conférence d'entente nationale, je commencerai d'abord par remercier le président de la République pour avoir accepté finalement d'organiser cette conférence. Parce que ça a été demandé par beaucoup d'acteurs, les organisations de la société civile, les partis politiques, même les partis signataires de l'accord. Donc je pense que ça serait un espace où tous les Maliens vont échanger sur les grands sujets qui préoccupent notre nation actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de sujets brûlants qui circulent et que les gens n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. Cette conférence sera vraiment un espace où tous les Maliens vont parler le même langage. On aura la même compréhension de certains problèmes. Donc je pense que ça serait salutaire. Moi, à mon avis, je souhaite que ça se passe bien et que de cette conférence, que des recommandations fortes sortent pour vraiment que le Mali soit uni, que tous les Maliens se donnent la main, que le Mali soit encore un et indivisible, que tous les Maliens
ait la même vision pour vraiment un Mali meilleur, un Mali vraiment uni, que tous les Maliens se donnent la main à la sortie de cette conférence. Ça, c'est mon souhait. Maintenant, qu'est-ce que cette conférence va apporter? Je ne saurais le dire moi. Parce que d'abord, la conférence d'entente nationale, c'est une disposition contenue dans l'accord. Et dans la mise en œuvre de l'accord, vous savez, là où on est aujourd'hui, c'est que absolument rien ne va. Et si j'ai bien lu le contenu de cette entente nationale, conférence d'entente nationale, c'est par rapport au concept définitionnel d'Azawad. C'était pour clarifier à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce que ça va apporter? Je ne sais pas. Parce que le problème aujourd'hui de l'accord dans l'ensemble, c'est un problème tout simplement de représentation. Ça pose problème. L'accord ne peut être discuté qu'entre le gouvernement et les partis signataires. Donc le fait même de l'étendre à d'autres partis, moi je ne comprends pas. Parce que dans tous les cas, l'accord, c'est entre le gouvernement et les partis signataires. Je pense que la conférence d'entente nationale est une très bonne chose. Parce que c'est une rencontre prévue par l'accord d'Alger. Donc dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord d'Alger, il faut respecter tous les points de ce document. Et la conférence nationale d'entente en est un. Et cette rencontre va permettre aux Maliens de tous bords politiques, de toutes les composantes de la société civile, de se retrouver pour parler de la problématique du nord du Mali, notamment de la problématique de l'Azawad, pour voir les raisons de la crise du nord et formuler des solutions nous permettant d'avancer dans la résolution de cette crise. Donc chaque fois que des gens se retrouvent pour discuter, pour échanger et faire des propositions, je pense que c'est une très bonne chose. Bon, si la conférence d'entente nationale arrive à être inclusive, à rassembler tout le monde, tous les acteurs, tous les Maliens, bon, ce serait certainement quelque chose de positif. Ça permettra aux gens de discuter de la genèse de la crise et de pouvoir faire des propositions. Et donc, moi je souhaite vivement que personne ne soit laissé sur le carreau. Il y a des voix discordantes. Si on peut les rassembler, les convaincre pour qu'ils intègrent le processus, discuter par rapport au concept de l'Azawad, ce serait une bonne chose. Comme ça, la charte pour la paix qui en sortira sera une charte qui va engager tout le monde. Personne ne dira que je ne suis pas concerné par ça. Ce serait un pas quand même pour la sortie de crise, selon moi. Certainement, parce que toutes les voix s'élèvent pour dire qu'il faut que les Maliens s'asseyent pour discuter. Maintenant, est-ce qu'on va discuter au-delà de la crise? Comme certains le disent, ce n'est pas pour remettre en cause les institutions, mais au moins la voix sera donnée comme une forme de catharsis pour que les gens puissent critiquer là où on a failli, là où le gouvernement a failli, là où il faut. Donc toutes les propositions seraient les bienvenues pour que le simple fait que les rebelles, les gens qui ont pris les armes hier, s'asseyent à côté de ceux qui défendent la République, ceux qui ont toujours défendu la République, c'est déjà très très positif. Psychologiquement, ce rapprochement-là va permettre de pacifier les cœurs, de se dire que c'est mon frère malien, il n'a rien contre moi. Aujourd'hui, nous allons enclencher un processus de réconciliation. Donc je pense que c'est un facteur positif. Maintenant, la charte, le texte qui va en sortir, pouvoir les mettre en application, c'est autre chose. Mais au moins, les rassembler durant une journée, durant 2 jours, pour discuter, ça va renforcer la confiance et je crois que c'est une bonne chose. Moussa Famba nous fait un tour d'horizon de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. La police sud-africaine a tiré ce vendredi des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser des centaines de manifestants anti-immigrés qui défilaient à Pretoria. Réunis à l'appel d'un collectif d'habitants de Pretoria, les manifestants accusent des étrangers dans un contexte de fort chômage et de pauvreté de voler le travail des Sud-Africains et d'encourager la criminalité.
Environ 500 d'entre eux se sont rassemblés dans la matinée et se sont mis en marche vers le ministère de l'Intérieur. La police anti-émeute a dispersé la foule qui s'en approchait à grand renfort de balles en caoutchouc, de grenades assourdissantes et lacrymogènes. Dans une déclaration diffusée par ses services quelques heures avant la manifestation, le président Jacob Zuma a fermement condamné les actes de violence et appelé les citoyens sud-africains et les étrangers au calme. C'était une promesse de campagne du président nigérien Muhammadu Buhari. Le gouvernement a commencé le versement d'un salaire minimum d'environ 15 € par mois. Chaque mois, 5 000 naira sont désormais versés aux plus pauvres et un coup de pouce de 15 € environ. Il doit permettre à des centaines de milliers de familles de s'en sortir de l'extrême pauvreté. Selon un communiqué du ministère nigérien de la Défense, le pays renoue avec le supplice des attaques terroristes. Mercredi, 15 soldats ont été tués et 19 autres blessés dans une attaque attribuée à des éléments terroristes. Les faits se sont déroulés dans la localité de Tilwa, à l'ouest du Niger, quand une patrouille de l'armée a été prise en embuscade. Aucune information supplémentaire sur les conditions exactes de l'attaque n'a été communiquée. Pour l'heure, les opérations de ratissage entreprises par l'armée n'ont pas permis d'appréhender les assaillants. C'est donc une nouvelle attaque d'ampleur que vient de subir l'armée nigérienne. En octobre 2016, elle avait enregistré de lourdes pertes lors d'une attaque terroriste qui avait coûté la vie à 22 soldats. Au Tchad, le gouvernement suspend les effets financiers des avancements des fonctionnaires. Alors que le syndicat de la fonction publique avait suspendu leur longue grève pour favoriser les négociations avec le gouvernement, ils appellent encore à une mobilisation générale pour une reprise de la grève. Les représentants des travailleurs estiment que la bonne volonté de la plateforme syndicale revendicative est considérée par le Premier ministre comme une faiblesse. En plus d'avoir coupé les indemnités et interdit la grève, le gouvernement refuse de leur verser leur augmentation, raison pour laquelle ils appellent à une mobilisation générale en vue d'une reprise de la grève le 6 mars prochain. Côté gouvernement, on explique qu'il y a un problème de communication. Les avancements seront toujours traités, mais ils ne seront pas appliqués aussitôt. Focus sur la teinture, ce métier constitue un atout économique non négligeable. Qu'est-ce que c'est que la teinture? En quoi ça consiste? Élément de réponse dans ce reportage signé Khadija Kité. Bamako est aujourd'hui la capitale incontestée de la teinture artisanale en Afrique de l'Ouest. La ville des Trois Caïmans regorge d'ateliers et de milliers de tissus y sont teints chaque année. Les motifs qui ornent ces étoffes sont obtenus à l'aide de différents procédés. La base, c'est les bazins blancs. On achète les bazins blancs au marché et on achète les produits. On met de l'eau dans les bassines et ensuite on chauffe, on allume le feu pour chauffer l'eau parce que la plupart des colorants qu'on fait, on fait à chaud, soit avec de l'eau tiède. Donc quand on allume le feu, on met l'eau qu'on veut, la quantité d'eau que nous voulons, on met ça sur le feu et après on met les colorants là-dedans, on fait le mélange. Après le mélange, on met l'hydrosulfite de sodium et la soude caustique. Bon, ce sont les fixatifs. Quand on met les fixatifs, après on met le tissu là-dedans pour mélanger pendant 5 à 10 minutes. Après on enlève et on vient dans les bains de rinçage. On fait le rinçage. On met les omo là-dessus pour bien laver, pour bien rincer et enlever les surplus de colorant. Donc après on met l'amidon. Ensuite, après l'amidonnage, on met au soleil pour le séchage. Après le séchage, on amène chez les tapeurs pour taper. Ces variétés de couleurs permettent aux teinturières d'actualiser leur technique en créant de nouveaux modèles très recherchés. Bon, il y a plusieurs types de modèles. Il y a les couleurs uniques. Bon, il y a les couleurs uniques simples. Ça se fait à partir d'un seul mélange de colorants qu'on peut trouver sur le marché. Bon, il y a les couleurs uniques composées aussi. Les couleurs uniques composées, on fait des mélanges avec plusieurs types de colorants. Bon, on a aussi les attachés et qu'on attache avec du fil, soit avec la main. Bon, ensuite il y a le bourrelan aussi, qui est vraiment à la mode maintenant. Bon, il y a un autre modèle aussi qu'on appelle salatini. Bon, salatini, on fait avec la main, on fait des fronts sur le tissu.
Après, on prépare le colorant pour mettre là-dessus. Donc, avec le batik aussi, la bougie. Il y a cette technique aussi, on fait ça aussi. Donc, il y a plusieurs techniques, ça dépend des périodes, quoi. Bon, il y a plusieurs modèles. Il y a en bougie, il y a attache, il y a les pochis aussi. On fait des pochis, la base c'est la pâte. Si on met les pâtes avec les designs, après on met la teinture. Comme on dirait, il y a des attaches aussi. Il y a des attaches en plastique, il y a des attaches avec. Comme toute activité, le métier de la teinture a aussi ses difficultés. Chaque chose a la conséquence dans la vie. Nous, on sait très bien la teinture, là, souvent on sent bizarrement l'odeur. Mais quand même, c'est ça qui nous donne à manger. On est obligé de faire. On ne connaît pas d'autres métiers. Nous, on ne sent pas, on ne voit pas la conséquence. Le bonheur que nous, on sent, c'est ça qui nous intéresse. Mais les gens, même, comment dire, le sucre, il y a les conséquences. Les gens qui nourrissent bien là, il y a conséquences dans ça là. Chaque chose qui est dans cette terre là, il y a conséquences. Notre pays est réputé de par le monde comme exportateur par excellence de basin teinté. Cette image est incontestablement soutenue et confortée par une doigté magique dont font preuve ces milliers d'hommes et de femmes exerçant le métier de la teinture. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision.